Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport, uniquement de sport avec mes invités, des acteurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrière, à ma gauche, nous présentera le Zoom de la semaine. Je sais même plus de quoi on va parler. Ah bah si, forcément, la finale du top 14 entre le Stade Toulousain et La Rochelle. Sans oublier la question du jour. Et là, je suis quasiment sûr de piéger mes chroniqueurs. Et le débat avec, forcément, on va en parler en Zoom, mais c'est l'événement de cette fin de semaine, de cette fin de saison. La finale du top 14 vendredi entre le Stade Toulousain et La Rochelle. Et enfin, nous recevrons pour une émission quasiment rugby Elodie Martin, capitaine du Blagnac Rugby, vice-championne de France depuis hier. Avec nous ce soir, Kevin Carrière. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Le grand retour de Mehdi Guillonneau après 3 semaines d'absence. Le Ousmane Dembélé de Sportez-vous bien, il est avec nous. Vous en avez bafouillé tellement. Il est un peu plus solide. Content. Ah bah J'ai entendu bafouiller pendant le sommaire, tellement ça vous étonnait que j'étais là, je pense. Franchement, ouais. Ce matin, on va pas rentrer dans les détails, mais j'étais un peu inquiet quand. Ah oui, j'ai failli ne pas venir. J'ai fait ma star un petit peu. Ah, c'est normal, il faut faire monter les enchères. Là, il a voulu voir. En fait, ça fait 3 semaines qu'il était pas là. Il a voulu voir s'il était toujours intégré dans l'émission. En fait, il a fait monter les enchères. Au début, il était sur une pièce jaune. Après, on est monté sur une grise. Après, un petit billet gris. Un rouge, un bleu. Bon, on est allé jusqu'au violet, donc on s'est arrangé. Ah, ouais, dis donc, ouais. On est arrivé des bons émoluments. Je lui ai fait croire que le TFC allait gagner un titre. Il est venu. Ah mais là c'est sûr que ça paye tout là. Comment ça ? Il faut allumer les micros pour Coraline et Romain. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Parce qu'on va tout dire là un petit peu à nos auditeurs qui nous écoutent, Sportez-vous bien. Vous étiez chez moi samedi pour l'équipe de France, pour le Allemagne-Portugal et pour le Stade Toulousain. Et il y en a un qui sourit déjà à ma gauche. Hein. C'est fou. C'est Kevin Carrière. Parce que vous voyez, Kevin, il est, que ce soit à l'antenne ou que ce soit hors antenne, il est quand même assez sage. Il a une communication impeccable. Voilà, c'est le Mbappé de la. C'est le Mbappé de la radio. Voilà, c'est le Mbappé de la radio. Et alors, par contre, devant une télé, devant un joueur qui rate quelque chose, devant un arbitre qui se trompe. Mais c'est un animal, on est d'accord Coraline? On est d'accord, effectivement. Ouais. Toujours plus. C'est Eric Cantona. J'ai cassé votre télé, Jean aussi, vous avez oublié de le dire. C'est vrai. Non mais il faut le dire Kevin, vous n'êtes pas le même homme. Heureusement qu'il était encadré entre Romain et vous. Hein. Ah bah il a pas bronché. Hein. Ah bah non, là, les deux gardes du corps là. Non mais c'est vrai, c'est bizarre. C'est un peu comme un acteur qui monte sur scène timide, mais quand on est sur scène, c'est bon, on n'est plus timide. Vous, le match commence, c'est parti, il n'y a plus de Kevin Carrière quoi. Ah, on vit le match. C'est pas mal ça. Bon. Si c'est pour vous transformer en Jean Sureda, ne vivez pas le match. Le vivez pas. Ne vivez pas, arrêtez-vous tout ça, Kevin, arrêtez. Non mais je parle sous votre contrôle, les 3 qui étaient là, je suis quand même relativement calme devant un match. Dans l'idée. Ça va. Honnêtement, je m'attendais à pire, effectivement. C'est du rugby, il comprend rien. Donc oui, le rugby, on l'a pas entendu, ça c'est sûr. Pour le match de la France, c'était autre chose. Ouais, j'étais un peu plus tendu, mais normal. Il y avait de quoi dire quand même. Vivement que je vous invite pour un match de Sochaux, vous allez voir ce que c'est. D'ailleurs, on en parlera sûrement la semaine prochaine, mais grande nouvelle, Maxime Brossard va bientôt découvrir le grand stade Bonal. Le grand Sochaux, enfin, le pèlerinage. Le pèlerinage au stade Bonal, ça, on va l'intituler comme ça, ce voyage. Je vois que vous êtes prêts, messieurs, on va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception, et je rigole déjà, et je salue, je suis quasiment sûr qu'il nous écoute, mais je salue le directeur de la radio, là où nous sommes, Thibaut, parce que quand il va voir les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs, je sens que je vais recevoir un message. Et on va partir, et je le salue, et bonsoir Thibaut, et je vais commencer avec vous Maxime, on va commencer en douceur. En douceur. On va partir de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. Attention, on va pas parler de NBA. Ah non. On va parler de hockey sur glace et les demi-finales du championnat, les finales de conférence. Oui, c'est ça. Vous venez de bien résumer la chose, Jean. Ce qu'on appelle les finales de conférence, donc les demi-finales de la fameuse Coupe Stanley, donc de la NHL. C'est une compétition qui était un peu particulière cette année, comme je l'avais expliqué il y a quelques mois maintenant, puisque c'était pas les deux conférences habituelles, c'était divisé en quatre conférences à cause du Covid.
Et donc il y a eu un peu plus de qualifiés que d'habitude pour les playoffs. Les équipes en fait ne se croisaient pas comme comme il peut y avoir d'habitude, c'est-à-dire chacun restait dans sa petite division, donc la division canadienne, la division sud, ainsi de suite, voilà. Et ils sont retrouvés donc il y a peu, donc au début des playoffs, il y a quelques semaines maintenant. Et là, on arrive un peu vers le dénouement. On va bientôt savoir qui va jouer en finale. En sachant qu'il y a eu d'énormes surprises lors de ces playoffs, puisque tout simplement, tous les favoris ont été sortis, à l'exception de Tampa Bay, le tenant du titre. En premier lieu, donc, le Colorado Avalanche, qui a été la meilleure équipe de la saison régulière, qui a été sortie. Toronto, qui est la Dream Team un peu de cette ligue, en fait, avec les meilleurs joueurs et qui avait fini à la première place de la division canadienne. Edmonton aussi est sorti avec le meilleur joueur, le MVP, donc Connor McDavid. Et enfin, les Boston Bruins, voilà, une franchise mythique qui est quasiment tout le temps là au rendez-vous et qui s'est fait sortir elle aussi. Donc il reste en fait 4 équipes, Tampa Bay et les Islanders de New York d'un côté, et Las Vegas et le Canadien de Montréal, voilà, qui est une énorme surprise, puisqu'ils ont fini 4e, donc ils se sont qualifiés de justesse. Et ils ont à leur tête, alors là, ouais, il faut le souligner, ils ont un certain Dominique Ducharme qui a joué une saison au TBHC à Toulouse. Oui. Non, c'est vrai ? Eh oui, c'est vrai, oui. Et qui est entraîneur, il est en finale de conférence, peut-être en finale de la Coupe Stanley avec le Canadien de Montréal, la franchise la plus mythique. C'est un peu le Real Madrid du hockey, le Canadien de Montréal. Donc c'est quand même énorme. Faudrait, si un jour on peut le contacter, ça va être incroyable. Ouais. C'est énorme, faut l'avoir pour la semaine prochaine. Il faut essayer, faudrait essayer. Ça peut être chaud. On appellera le... On appelle là-bas et c'est faisable, je pense, on peut essayer. Ouais. Sans le dire qu'on est de Toulouse, faut voir, écoutez, ça peut se faire. Il a joué une saison, il avait été excellent en plus. Il me semble qu'il avait fait partie de l'aventure, qui avait gagné un titre de D3, je crois, ou de D2, je me souviien. Donc plus. vous me dites qu'il y a des clubs dans Toulouse qui gagnent des titres. Ah oui, il y en a. Ça se voit qu'on parle pas de foot. Alors, donc ça a donné lieu à 2 affiches. Pour l'instant, alors ça a commencé, mais je vous fais part un peu du suspense. Il y a 2 partout à chaque. Donc ils ont gagné. Il y a eu 2 matchs gagnés pour Las Vegas, 2 matchs gagnés pour le Canadien, et la même chose de l'autre côté, 2 matchs gagnés par Tampa Bay et 2 matchs gagnés par les Islanders. Donc c'est très serré. D'un côté, donc il y a les Islanders au jeu très offensif, c'est un beau duel de style, et une équipe qui vous plairait, Jean, c'est Tampa Bay, puisque c'est une équipe qui a battu son succès sur sa défense et sur un jeu très pragmatique, c'est-à-dire ils n'ont pas beaucoup de tirs, oui. Mais par contre ils sont assez précis, quoi. Et ils ont fait quoi l'année dernière ? Ils ont été champions. Merci. Voilà, et ils ont aussi le meilleur gardien de la ligue, donc un certain Vasilevski. Et je vais vous parler donc d'un autre duel de l'autre côté qui oppose 2 gardiens. Ils sont déjà mythiques, on va le dire. D'un côté, il y a Marc-André Fleury qui est le gardien de Las Vegas, et de l'autre côté, il y a un certain Carey Price. On est d'accord que Tampa Bay est dans les gros favoris en tant que tenant du titre. Il y a que, sans manquer de respect aux 3 autres, mais dur de pas leur donner le trophée en fin de saison. C'est ce que j'avais dit un peu en préambule, et ce que beaucoup d'observateurs disaient, c'était peut-être le début d'une dynastie pour Tampa Bay, c'est-à-dire ils allaient peut-être enchaîner les titres et s'installer un peu en haut de la NHL pendant quelques années. Ça reste à voir parce que c'est quand même très serré, et bien heureux celui qui a le nom du vainqueur. On reviendra vers vous toujours pour parler de hockey, mais là c'est pas vraiment petite sportif. Histoire. Voilà, c'est une petite histoire pour la fête des pères, c'est sur Price. C'est justement le gardien du Canadien. C'est bien prononcé là. Très bien prononcé. Voilà. Avant d'aller aux États-Unis, je me tourne vers vous, Kevin Carrère. On va parler du rugby à 7. Il y avait le tournoi, c'est ça, le tournoi de Monaco. De repêchage. Voilà, de Monaco. Les hommes et les femmes en équipe de France ont performé ce week-end à Monaco. Surtout les filles qui ce week-end, donc elles ont décroché leur billet pour Tokyo, donc qui aura lieu dans quelques semaines déjà. Et donc voilà, donc elles ont gagné ce tournoi, elles ont gagné leur premier match 49-0, 47-0 ensuite, 55-0, 52-0 et le match de la qualification 51-0. Donc voilà, ils n'ont pas pris de points du week-end. Les équipes, j'ai du mal à m'imaginer que certaines nations ne pouvaient gagner 7 joueuses de rugby, moi. Ouais, c'est ça. Quand on voit les noms. C'était qui ? C'était Hong Kong. Elles ont joué Hong Kong, Paraguay et la Colombie. Ah non, c'est les garçons alors. Ah oui, si, elles ont joué Madagascar au premier match. Aussi, c'est l'avantage du 7. Hein, oui, voilà, donc en fait, les meilleures nations féminines étaient déjà qualifiées. C'est comme c'était le tournoi de repêchage. En gros, il restait quasiment que la France en grosse nation. Et après, chez les hommes, par contre, c'est la tristesse, puisqu'ils ont une nouvelle fois échoué au match qualificatif. Il y a 2 ans, c'était à Colomiers. Et ils avaient perdu le match qualificatif face à l'Angleterre. Et ils avaient décroché malgré tout cette place pour le repêchage. Mais chez les hommes, il n'y avait qu'une seule place qui était qualificative et ils ont perdu 19-28 face à l'Irlande. La France avait un peu dominé la première mi-temps 12-7, mais ils sont totalement éteints en deuxième mi-temps et c'est la fusée Conroy de l'Irlande qui les a totalement éteints. Franco-irlandais en plus. C'est une grosse déception pour les hommes, non ?
Ah oui, parce que surtout avec les World Series qu'ils avaient fait, ils étaient 5e ou 6e nation mondiale. Et donc pas se qualifier au jeu, c'est vraiment une déception. Surtout parce qu'ils avaient 2 chances. Donc, ouais. Mais ça fait, oui, c'est sûr, ça fait 2 fois. Et puis ça veut dire à quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on tombe contre une équipe correcte sur un match coup près, ça passe pas. C'est ce qui s'est passé. Les matchs c'est les matchs d'entraînement. Quand on voit les nations, franchement, honnêtement. J'ai regardé ça, j'ai halluciné quoi. Parce que l'Irlande a 7, ça. Il y a la Jamaïque aussi, ils ont joué la Jamaïque quoi. L'Irlande c'est pas mauvais, mais c'est moins fort que la France sur tous les World Series, c'est moins fort. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en plus, ils ont l'avantage du 7, c'est ça, c'est peut-être aussi ce qui fait l'avenir du rugby finalement en tant que tel dans le sport, dans le paysage sportif mondial, c'est que tout le monde peut à peu près jouer, il y a moins de commotion. Voilà, c'est un sport c'est une variante qui fait qu'il y a la possibilité pour tout le monde de jouer. Même la Jamaïque qui était dans un TQ, alors ça c'était fou. Énorme, il y a Jamaïcains avec un ballon ovale dans les mains quoi. Ouais. Ça c'est beau, ça c'est magnifique. Gardez la parole vous Mehdi. C'est bon. Parce que la dernière fois, c'est vrai qu'on tape souvent sur les tennisman français, sauf que la semaine dernière, il y a 2 semaines, je les avais bien défendus, surtout sur le double. Et moi j'avais fait un coup de cœur sur les juniors. Et c'est vrai, sur les juniors. Mais là, il y a un Français qui a gagné en simple chez les seniors. C'est pas rare, mais il faut quand même le souligner. C'est Hugo Humbert qui a gagné sur un gros tournoi en plus, enfin un tournoi prestigieux. Le tournoi de Halle sur herbe, c'est son 3e titre de sa carrière, Mehdi. Exactement, le tournoi de Halle qui est un ATP 500, donc en gros le 3e niveau mondial, mais c'est un tournoi Halle qui est un tournoi sur herbe et qui est préparatif à Wimbledon, où en général tous les plus gros sont là, et c'était aussi le cas cette saison. Avec notamment Zverev, qui a été battu justement par Hugo Humbert au 2e tour. Ah non, c'était au 2e tour. En quart, il a battu Corda. C'est ça. Voilà, au 1er tour, il avait déjà battu Kouré, qui est un énorme serveur, donc on sait que sur herbe, le gros service, voilà. Il a battu donc Zverev 6e mondial au 2e tour. Corda, Auger Aliassime aussi, qui est un super joueur en demi-finale. Tous les matchs en 3-7, sauf la finale qu'il a gagné en 2-7 face au 7e mondial, Andrei Rublev. Il était absolument pas favori, mais il a plutôt bien maîtrisé sur son match sur l'herbe. C'est une surface qu'il adore. C'est peut-être la seule qu'il aime d'ailleurs, enfin qu'il aime. La seule où il est peut-être au niveau des meilleurs, et ça s'est vu, puisqu'il bat le 6e et le 7e mondial. On sait qu'il galère un petit peu sur terre battue et sur les surfaces un petit peu plus lentes, mais moi j'ai envie de le défendre à lui, et c'est le seul Français que j'ai envie de défendre parce qu'il fait pas de bruit, il va faire sa carrière, il fait sa carrière. Là, grâce à ce tournoi-là, il fait un bon 6 places au classement ATP, il sera 25e mondial, il est 25e mondial ce lundi. Donc tête de série déjà pour exactement, pour tête de série à Wimbledon. On peut imaginer qu'avec son niveau, il va normalement, sauf catastrophe, s'assurer un 3e tour, voire un 8e de finale à Wimbledon, ce qui est déjà très bien, ce qui est mieux que ce qui s'est passé à Roland-Garros quand même pour tous les hommes, où c'était catastrophique d'ailleurs et protégé parfois. Enfin bon, bref. Je suis pas d'accord avec vous d'ailleurs, on y reviendra peut-être. C'est vrai que je vous avais écouté, mais moi j'ai envie de les atomiser, le tennis français et la famille même du tennis français. Ah mais moi aussi, mais sauf le double, où le double performe bien. Oui, non, mais bien évidemment, une des meilleures paires voire la meilleure paire de double du monde. Donc ça, donc voilà, mais le simple. Et les juniors, on a toujours gagné sur les juniors, mais quand ils passent le palier derrière, ils sont 200e mondial, quoi. C'est une catastrophe. Bon bref, voilà, on fait un truc de. C'est le retour de Mehdi Guillaume, messieurs. Non mais franchement, on fait un truc de positif, et franchement, moi je le dis clairement, avec Hugo Gaston qui lui préfère la terre battue, c'est quand même l'avenir du tennis français, et ça fait un peu de bien, quoi. Voilà, ça fait un peu de bien, et franchement, honnêtement, même à Wimbledon, lui en tout cas, il y croit, et je pense qu'il pense aller même plus loin que ce que je dis moi. Il était confiant, ouais. Un 8e voire un quart. Il a fait 8e, je crois, en 2019 déjà. Donc c'est ça. Donc un 8e voire un quart, écoutez, c'est jouable pour lui, et ça serait très bien dans une année pas très glorieuse. Et est-ce que c'est à ce moment-là où il doit faire un Français, là on prend en l'occurrence Hugo Humbert, où il doit faire un très gros coup, je m'explique. Tim va jouer, mais on ne sait pas dans quelle forme il est. Puis oui, en mais plus, l'herbe, voilà. Federer, il a une jambe, c'est-à-dire un match en 5-7, c'est bon, c'est terminé. Nadal, il n'est pas là. Djokovic, l'herbe, bon, ça va, mais c'est pas son fort. Il a gagné quelques fois Wimbledon quand même. Oui, bien sûr, mais Tsitsipas, l'herbe, c'est pas trop ça, il préfère Roland-Garros. Il y a les Jeux Olympiques dans 15 jours. Vous me voyez venir. Je dis pas, attention, je vais pas m'emballer. Je dis pas que Humbert est tout de suite en finale de Wimbledon et en demi-finale. Mais s'il y a un coup à jouer, c'est peut-être même cette année où, faut pas oublier, il y a
les JO dans 10-15 jours, il y a une quarantaine, il y a quelque chose à faire, et puis il y a le voyage qui est long, donc pour les sportifs, faut faire attention. Si c'est son objectif, évidemment, c'est ce qu'on disait avec Kevin, là, un quart de finale, c'est largement jouable dans une année comme ça, avec le tableau qui est plus ouvert, parce que là, il est 25e mondial. Peut-être qu'ils ont pris le classement ATP juste avant, mais avec toutes les têtes de série qui font forfait, il sera dans les 25. Qui seront forfaits, il va forcément prendre du galon et le tableau sera un peu plus simple. Zverev qui l'a battu par contre là, à mon avis, d'ici 10 jours, il aura peut-être resserré les boulons et ça sera pas le même. Voilà, il y aura d'autres gros serveurs aussi qui apparaissent, quoi. C'est des joueurs différents de Roland Garros, vraiment, quoi. Il y a plus les Argentins et les Espagnols, là ça va être les Américains qui vont arriver. Exactement, voilà, tous les Américains. Donc voilà, il va avoir des adversaires, à mon avis, face à lui, et j'espère que mentalement il tiendra. Voilà, j'espère qu'il sera pas français cette fois-là, quoi. On en parlera la semaine prochaine, justement. Il y aura une grosse émission la semaine prochaine avec le débrief de la finale du top 14. Il y aura les quarts de finale de l'Euro. Enfin, on sera à la veille normalement ou au jour J du huitième de finale de l'équipe de France. Il y aura le début de Wimbledon, il y aura le début du Tour de France. Donc oui, c'est la fin de saison, mais attention, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les 2 émissions qui nous restent dans Sportez-vous bien. On va repartir de l'autre côté de l'Atlantique, messieurs, pour terminer. Je vais me tourner vers vous, Kevin. On va partir sur... Alors, je suis content parce que c'est des mots compliqués pour moi qui ne parlent pas un mot anglais, les 2 clubs. Mais ça va, j'arrive à les dire. C'est Milwaukee et Brooklyn. Donc, à partir de là, je suis bon. Mais c'est un coup de cœur, vous, sur le match 7 entre ces 2 équipes, Kevin. Ouais, c'est ça. Juste sur un match de cette série qui allait en 7 matchs. Donc, voilà, juste pour résumer, les 2 équipes avaient gagné tous leurs matchs à domicile. Donc, 3 partout. Et juste, voilà, donc Brooklyn, c'est le trio Harden, Irving, Durant face à Giannis, Antetokounmpo, Chris Middleton et Jrue Holiday. Sauf que sur ce match 7, il y avait Harden quasiment sur une jambe et Irving absent. Donc voilà, donc c'était un match 7 totalement exceptionnel. 2 équipes à égalité, 2 équipes de même niveau. Les 2 stars, Durant qui a mis 48 points, 9 rebonds, 6 passes. Giannis Antetokounmpo 40 points, 13 rebonds, 5 passes. Donc voilà, et après, Harden, Middleton et Holiday ont plutôt été mauvais sur ce match, mais ça se rendait coup pour coup. Les 2 équipes se tenaient en 5 points de quasiment tout le match. À la fin, ça a enchaîné des gros shoots, avec notamment Holiday qui met un énorme shoot à 3 points. Et puis, je pense que tout le monde a quasiment eu ce shoot de l'égalisation de Kevin Durant. Voilà, s'il fait du 42, il y a 3 points et Brooklyn gagne, mais il fait du 49, donc il égalise juste. Et puis voilà, prolongation et Milwaukee s'impose. Donc c'est vraiment le gros coup parce que Brooklyn était archi favori, mais les absences les ont un peu tués. C'est qui le favori là sur la fin de saison de NBA pour vous? Je me tourne vers Mehdi et Maxime aussi. Oh là, les Suns. En fait, c'est 4 équipes qui n'ont pas gagné depuis des années. Ouais. Et honnêtement, je serais... J'aimerais bien les Suns. Ouais, les Suns. Ils me plaisent bien cette équipe. C'est un bon collectif. Moi j'ai mis Milwaukee après. Ouais. Moi j'ai dit Milwaukee. Moi mon équipe par contre, celle que je préfère, si vous me demandez, effectivement, d'un côté Phoenix et de l'autre celle dont on ne parle pas et qui a gagné aussi au match 7, c'est Atlanta. C'est une équipe un peu bonbon, quoi. Ça part dans tous les sens. C'est assez il y a des jeunes et des vieux, c'est un mélange d'un peu tout ça. Et moi c'est une équipe que j'aime beaucoup. Et puis avec Trae Young qui ressemble un petit peu à Stephen Curry. Voilà, ça change un petit peu. Non, moi j'aime beaucoup Atlanta aussi. Mais honnêtement, il y a pas de favoris. C'est des équipes qui n'ont pas gagné depuis des années. Les Clippers n'ont jamais gagné. Atlanta, je sais même pas si ils ont. Les Hawks. Voilà, ça fait des années aussi qu'il y a rien eu. À l'époque de la J1, Milwaukee, c'est les années 70. Et les Suns, il y a eu une finale. Avec Steve Nash et Stoudemire. Exactement, il y a eu une finale là, au début des années 2000 et dans le milieu des années 90, mais c'est tout, quoi. Ouais, c'est tout. Voilà. Donc un nouveau vainqueur et du changement NBA, ouais. Ce qui fait du bien de temps en temps. Ouais. Et enfin, on va tourner par la petite note de... oui, la petite note d'émotion. Le petit Kinder Surprise. Voilà. Ouais. Ah, Surprise. Pas mal. Elle est pas mal, j'avoue. Elle est pas mal. Allez, je la prends, allez. Et oui, voilà, c'était. Des fois, il vaut mieux rester chez soi. Petite histoire du jour, du coup. Vous avez 1 minute 10. Ah, je vais aller vite, vous inquiétez pas. Carey Price, donc je vous ai parlé, le gardien du Canadien de Montréal, qui a dédié donc sa dernière victoire à son papa, puisque c'était la fête des pères, qui est déjà une légende en fait dans son pays, 33 ans. Certains même disent qu'il va peut-être être le MVP de ses playoffs, tout simplement, même s'il gagne pas la coupe, tellement il est énorme avec le Canadien en ce moment. Il faut savoir qu'il a un statut un peu particulier, ce monsieur qui a 33 ans, donc, puisqu'il a la particularité
particularité d'être amérindien en fait. Il est né dans une réserve en Colombie-Britannique, donc à l'ouest du Canada. Et il faut savoir qu'en fait, c'est des zones qui sont totalement coupées du monde, totalement isolées. On sait les difficultés qu'ont les Amérindiens, notamment entre le gouvernement canadien et le gouvernement américain, puisqu'on a parqué ces gens-là dans des réserves. Donc. Et donc le premier club de hockey était à 650 km de chez lui. Donc il faut savoir que quand il a dit à son papa, écoute papa, je veux faire du hockey, le père s'est dit qui s'appelle Jerry, donc son papa a dit il va falloir que j'achète une bonne voiture quand même, parce que c'est 5 heures de route aller-retour pour faire les 650 km. Et ils ont donc commencé la carrière de Carey Price en faisant 5 heures de route aller et retour par jour à chaque fois pour les entraînements du petit Carey. Sauf que il se trouve que le père va être un peu embêté, puisque plus ça va et plus le fils est bon. Et donc plus le fils a besoin de s'entraîner, et donc mais seulement les distances sont toujours les mêmes. Que fait le père donc? Il se dit à partir de l'adolescence de Carey Price, mon fils, on va acheter un avion. Donc oui, alors que c'est pas une famille qui est aisée. Hein. On va acheter un avion. Oui, c'est des Indiens, donc la plupart des gens sont très pauvres dans ces zones-là. Ah ouais. Donc le père passe le brevet de pilote, achète un avion à $13,000 et donc réduit la distance de trajet, puisque le trajet passe maintenant de 5 heures à 45 minutes aller-retour tous les jours. Donc. Oh et donc il fait ça, et la suite elle est magnifique, puisque Carey Price a été drafté en NHL et aujourd'hui est devenu un des plus grands gardiens de la ligue. Et le papa est revenu donc sur cette anecdote il y a quelques jours. Donc il a dit à cette époque-là, je ne faisais pas ça avec l'idée que Carey allait évoluer et devenir un joueur professionnel. Cela m'était égal. Tout ce que je voyais, c'était qu'il adorait jouer au hockey, et sachant ô combien ce sport avait eu un rôle important dans ma propre vie, je voulais simplement lui offrir la chance d'aller aussi loin qu'il le souhaitait. Voilà. C'est exceptionnel. Et ça, c'est pour la fête des pères. Ça, voilà, c'est la belle histoire. Voilà, la belle histoire de Maxime Brossard. Je n'étais absolument pas inquiet, hein, mais franchement, incroyable. Qui veut m'acheter un avion pour pour faire le retour à Sochaux? Enfin, à $13,000, faut être confiant pour monter dans un avion. Ouais. Ah, c'est pas énorme. Déjà, c'est là-bas dans le Nord, vous avez même pas d'aérodrome, d'aéroport, vous êtes obligé d'aller à l'étranger, donc vous m'excuserez, un avion, vous avez pas besoin. On a des aérodromes, nous, là-haut. Bon, ça sert à rien que je vous dise les villes, vous les connaissez pas. Mais même les habitants, ils la connaissent pas. On peut passer au zoom de la semaine. Le zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. On avait parié sur la victoire, enfin on le savait pas à ce moment-là, de l'équipe de France dans l'ouverture de l'Euro 2020. France-Allemagne, Coraline. 2-1. Romain. 2-1. Marek. 3-1. Kevin. 3-0. Maxime. Je vais mettre 2-0, juste personne à la ligne. Eh ben, c'est ce que j'avais noté, moi, 2-0 aussi. Et Mehdi avait donné par téléphone, rappelez-vous, lors du débat juste après, un partout. Oui, pour la Hongrie, ouais. Sur le match de la Hongrie, ouais. Non, c'était pas pour la Hongrie. Ah mais non, c'est l'Allemagne. Je suis bête, il y a eu ça. Bravo à Coraline et Romain qui ont trouvé le 2-1, enfin qui ont trouvé le 1 but d'écart. Moi, vu que je suis le patron, on va dire que j'ai gagné aussi. Et sûr. Alors, par contre, Kevin, vous avez craqué complet. Vous 3-0, c'est la fête du slip, quoi. Allez, on y va. Mais il y a eu quelques buts refusés. C'est vrai qu'avec les buts refusés, il y a 3-0. Oui, il y a eu des arrêts de Lloris aussi. Ah. Oh. Il y en a eu un. Il y a eu des situations arrêt. Aussi. Bon, ben voilà. Oh non. C'est bon. D'ailleurs, on doit gagner par forfait le match 3-0. D'ailleurs, je vais lui donner les points en fait à Kevin. Parce qu'il doit avoir 4 cartons rouges dans le match. Donc en fait, Kevin a gagné. Bravo Kevin. Et on va passer au zoom de la semaine. On va en parler tout à l'heure dans le débat. Mais on est obligé, chers auditeurs, de parler de cette finale. La deuxième finale du Stade Toulousain cette saison. La deuxième finale du Stade Toulousain contre La Rochelle. Ça avait souri au Rouge et Noir lors de la finale de la Champions Cup il y a quelques semaines. Et là, on est en finale du top 14. Ce sera vendredi sur France 2 et Canal à 20h45. Ouais, c'est ça. Tout simplement les deux meilleures équipes françaises qui vont encore s'affronter. Et donc, voilà, il y a quelques semaines, vous en parlez, le Stade Toulousain l'avait emporté à 15-14, 22-17. Un match très équilibré où il a manqué peut-être juste la réussite au pied de Yaya West pour que les Rochelais battent le Stade Toulousain. Et donc, voilà, les deux équipes sont imposées en demi-finale ce week-end. La Rochelle a créé une petite surprise en s'imposant facilement face au Racing, 19-6. Une défense tout simplement impassable. Les Racingmen ont été impuissants et une mêlée totalement surpuissante de La Rochelle qui a emporté celle du Racing, et ils ont montré une agressivité impressionnante. Et Toulouse s'est défait avec du mal de l'UBB, un Bordeaux qui cette fois-ci, contrairement à la demi de Champions Cup, arrivait en forme et au complet et qui a fortement embêté le Stade Toulousain, qui a une nouvelle fois fini à 15-14, mais qui l'a emporté 24-21. Et donc voilà, Bordeaux n'arrivait pas à gagner face au Stade Toulousain. Et bien c'est un peu près pareil pour La Rochelle qui a perdu ses 3 confrontations face au Stade Toulousain cette année, qui est en route vers un doublé historique. Le doublé, c'est jouable. Enfin, on va en parler tout à l'heure. On va passer tout de suite
au pronostic. Stade Toulousain, La Rochelle. Kevin. 24-19. 24-19. Moi, je donne à 21-19. Romain. 23-19. Mehdi, 19-19. Non, 15-28. 15-28. Maxime. 23-20 avec un drop de Ramos pour la victoire. Ah oui, le fameux drop. Le fameux drop. Le fameux drop de phase finale. Et Coraline. 21-25. 21-25. Ah oui, donc il y a quand même 2 victoires pour La Rochelle, mais on en parlait tout à l'heure, j'ai l'impression que La Rochelle risque d'être un peu favori sur le match avec tous les absents du côté Alors là, quand même. du stade. Non. Si vous me sortez ça, quand même. Bon, bref, passe à la suite, on en discutera tout à l'heure. On en discute tout à l'heure. Ouais. C'est plus mon émission, je me fais gronder en direct maintenant. On peut passer à la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. Et là, vous allez moins rigoler. Ah ouais. Une question chaque jour et 4 minutes pour y répondre. Pour tout vous dire, cette question à 18h15, je ne l'avais pas. Oui. Il y a rien m'est venu et puis Je vous ai donné un livre, pourtant, il y en a des dizaines. Ouais, je l'ai oublié à la maison, le livre. Oh. Et donc, et puis il a fait froid, donc j'ai piqué quelques pages pour le feu. Oh. Quels sont les points communs entre ce que je vais vous donner ? C'est une question inédite dans la forme. Ah ouais, là, Romain et Coraline jouent bien évidemment. La naissance de Renato Sanchez, la naissance d'Arthur Vichot, l'Espagne qui devient champion d'Europe en 2008, le titre de champion du monde de Teddy Riner, le premier, le trophée des champions en 2015, la naissance de Diego Costa, les championnats du monde d'escrime en 2016 et Zinedine Zidane qui annonce sa retraite. C'était aujourd'hui, non ? Ça a eu aujourd'hui ? Non. Trop simple. Tout ça, c'est au mois de juillet. Du tout. Ah, c'est pas sur une date du coup. Non. Il y avait Noël Le Graët à tous ces événements. Non. Sur Sur tout ce que je vous ai dit, il n'y a rien au mois de juillet. Ok. Le point commun, c'est un événement en particulier, c'est un match, quelque chose comme ça, une victoire de... Pas du tout. C'est une personne présente. Ici ? Non, mais une personne qui est présente à tous ces événements. Ah non, du tout. C'est un lien avec, je sais pas, non, avec un pays peut-être ? Du tout. Ah mais je suis persuadé, mais je vous l'ai dit. Voilà, On peut répéter les calculs de 3 là pour Alors pour quelques Zidane qui annonce sa retraite après la Coupe du Monde 2006, la Coupe du Monde, les championnats du monde d'escrime au Brésil en 2016, la naissance de Diego Costa, d'Arthur Vichot, de Renato Sanchez. Vichot, pardon, j'ai dit quoi ? Voilà, le trophée des champions en 2015 qui avait eu Paris battre Lyon 2-0, le premier titre de champion du monde en 2007 de Teddy Riner et l'Espagne qui devient championne d'Europe en 2008. Et la mort de Kennedy, non. C'est un jour de victoire de Sochaux. Non. Wow. C'est en une de l'équipe. Non. Ah non, justement, il n'y a pas eu de une... Parce qu'il n'y a pas eu de une, il n'y a pas eu de une sur l'équipe. Et pas du ça. tout. Ah mince. Il vous reste 3. Ça n'a pas un lien avec la presse ? Non du tout. C'est avec un truc sportif, il y a eu un événement sportif ces jours-là. Un événement sportif, je sais pas Ça a eu lieu une année bisextile. Je sais pas si on peut appeler ça un événement sportif. Il y a eu une année bisextile, une éclipse. Non plus. Non mais là c'est introuvable. Hein. Mais c'est par rapport aux années. Il y a vraiment un lien entre ces trucs là ? Il y a un lien entre ces trucs. Et vous l'avez trouvé sur quoi ? Il y a eu une éclipse solaire cette année-là. Non. Oh, ouais. Mais c'est pas une date ? C'est pas une date commune. Non, il n'y a pas une date commune. C'est pas... Non, c'est arrivé en avril, en octobre, en septembre, en juin, en novembre, en août. Enfin voilà. Oh là là. Est-ce que c'est avec un prénom ? Non. Ah non, du coup, Il vous reste 30 secondes. Mais j'en étais sûr que j'allais vous... Ah mais là, on va patauger jusqu'au bout quoi. Vous m'avez tellement énervé. Allez, 10 secondes. Ouais, bah là c'est Allez, mort, 10 secondes. Si tu veux qu'on trouve ça. Mais... Un indice peut-être ? Un dernier, un petit indice au moins. Vous êtes... Il attend. Et voilà. Allez, terminé. Vous êtes né quand vous ? Ah, c'est le jour de date d'anniversaire de tous les membres de l'équipe. Chroniqueurs, c'est un événement qui s'est passé. Alors, j'ai tout sauf Kevin. Je ne savais pas votre anniversaire. Ah bah voilà, Kevin. je pouvais pas trouver. Le 7 octobre, c'est l'anniversaire de Lucas. Le 7 octobre 1988, c'est la naissance de Diego Costa. Ah ouais. Le 26 avril, c'est mon anniversaire. Le 26 avril 2006, Zinedine Zidane annonce sa retraite après la Coupe du Monde. Il s'est pas trompé. Hein. Le 25 avril, c'est l'anniversaire de Naissance Mehdi. Varane aussi. C'est l'anniversaire de Mehdi. Valverde. Ce sont les 64e championnats du monde d'escrime au Brésil en 2016. Marek, qu'on salue le 1er août. Le 1er août 2015, le trophée des champions entre Paris et Lyon. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Le 13 septembre, Maxime. Ouais. Le 13 septembre 2007, c'est le premier titre de champion du monde de Teddy Riner. Ah, voilà. Le 29 juin, Romain, c'est dans pas longtemps d'ailleurs. Le 29 juin, c'est l'Espagne qui devient championne d'Europe en 2008 après avoir battu l'Allemagne 1-0, un but de Fernando Torres. Le 26 novembre, c'est Vincent
qu'on salue. Vincent, c'est la naissance d'Arthur Vichot. Et le 18 août, c'est Coraline. 1997, la naissance de Renato Sanchez. Alors vous, Kevin, c'est quel jour ? 18 novembre. Oula, 18 novembre. Eh ben, je vous propose, on fait la musique, on fait la pause. Il y avait une victoire juste avant notre invité, on va Il peut y regarder. avoir du baseball. Là. Ouais, Novembre, voilà, on peut avoir du baseball. 18 novembre, on va regarder, on se retrouve dans moins de 3 minutes, à tout de suite. Et juste avant de passer à notre invité, la suite de la question du jour, on a enfin trouvé pour l'anniversaire de Kevin le 18 novembre. Alors le 18 novembre, c'est un jour de rugby pour lui, parce que vous êtes né le 18 novembre 2000. Ce jour-là, il y a un test match entre la France et les All Blacks. La France gagne. Vous êtes aussi né le même jour que la naissance de Dussautoir, et malheureusement, vous êtes né le même jour du décès de Jonah Lomu. Donc lui, c'est rugby complet pour puisque le poissard des Néo-Zélandais. Vous aurez jamais votre visa pour y aller, je crois. Exactement, on peut passer à l'invité de la semaine. Portez-vous bien. L'invité. Notre invité est capitaine du Blagnac Rugby, une capitaine heureuse sur la saison sans doute, malheureuse sur le match d'hier. Enfin, c'est ce qu'elle va nous dire sûrement, on va voir. Elodie Martin est depuis hier avec son club du Blagnac Rugby, vice-championne de France Élite 1, et nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Elodie, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous, merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous. Déjà, la première question elle va être très simple. Comment ça va au lendemain de cette finale ? Mais ça va, la nuit a été courte, mais et la journée pas très productive, mais ça va. Est-ce que la déception est retombée ou va falloir un peu plus de temps, c'est un peu trop tôt ? C'est encore un petit peu tôt, c'est vrai que la défaite est encore un peu trop fraîche dans la tête, donc il va falloir un petit peu de temps pour digérer tout ça et passer à autre chose tranquillement. Pour les auditeurs qui nous écoutent, hier l'ASM Romagna a malheureusement, j'ai envie de dire, enfin tant mieux pour elle, hein, mais malheureusement battu Blagnac à Blagnac lors de la finale du championnat de France de rugby féminin. Pour ceux qui suivent de loin le sport, c'est l'équivalent du top 14, hein, mais chez les filles, c'est l'élite 1. Avant de parler du sport, il y avait une super ambiance, on est d'accord, moi qui étais le speaker, c'était bien, non ? C'était une grosse ambiance, ça faisait un petit moment, enfin un demi il y avait du public déjà, mais ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas joué avec du public et vraiment qui était venu en nombre, ça fait plaisir d'avoir autant de supporters et tous ces gens qui poussent derrière nous, c'était vraiment une super ambiance et une super journée, dommage que ça soit pas fini comme on le souhaitait, mais vraiment ça fait vraiment plaisir. Avec le recul d'une nuit là, comment vous jugez la performance hier de Blagnac ? Il y a des regrets, c'est une défaite logique, comment vous la recevez ? Bon, c'est le type de match où voilà, il n'y a pas trop le droit à l'erreur. C'est vrai que c'est l'équipe qui est le plus précis, qui remporte ces matchs qui sont très serrés et on voit qu'à tout moment ça peut basculer d'un côté ou d'un autre. On n'a peut-être pas toujours fait les bons choix d'un point de vue stratégique. On voit qu'en première mi-temps, on domine devant et on n'arrive pas à garder le ballon assez longtemps, à concrétiser et marquer ses temps forts. Donc voilà, on sort à la mi-temps à 0-0 et on reprend un essai d'entrée de seconde mi-temps. Donc je pense que ça nous a fait un petit peu mal à la tête. C'est ce qui vous a un peu, vulgairement parlant et avec beaucoup de guillemets, ça vous a un peu tué cet essai au bout de quoi, 3-4 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Oui, de suite sur le coup d'envoi, on capte mal le ballon, du coup on se met pas dans une situation très confortable et je pense que ça a peut-être un petit peu joué. Après, bon voilà, on arrive à se ressaisir, à reprendre le ballon en main. Mais bon voilà, on a fait plus d'erreurs qu'elle et c'était une grosse équipe de Romagna et voilà, mérité de gagner. Malgré la défaite, on arrive à tirer de bonnes choses, vous la capitaine, avec les coachs. Je parle du match parce que la saison, on va en parler juste après, la saison reste quand même, je parle sous votre contrôle, quand même assez fantastique. Mais sur le match, on arrive quand même à tirer de bonnes choses ou encore, comme tout à l'heure, c'est beaucoup trop tôt? C'est un peu tôt. Après, il n'y a pas tout qui est ajouté. On a quand même fait des bonnes séquences. On était quand même en place en défense. Voilà, c'est vrai que la météo nous a pas aidé en début de match. On a fait pas mal de fautes de main, donc c'est vrai que c'est assez frustrant. Mais bon, voilà, il faut apprendre aussi de ces matchs-là et le garder en mémoire, voilà, pour pas reproduire les mêmes erreurs la saison prochaine. La finale n'est pas la cerise sur le gâteau, mais la saison, elle reste quand même assez extraordinaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'était une super saison, vraiment un super groupe. C'est vrai qu'on a, avec toutes ces histoires de Covid, on a eu la chance de pouvoir continuer à jouer, donc on était vraiment privilégiés de ce côté-là.
Et vraiment, voilà, un super club, vraiment un esprit de famille. Et voilà, c'est frustrant parce qu'on était chez nous et voilà, on voulait s'offrir quand même une belle fin de saison. Et voilà, du coup, c'est vraiment dommage. Mais voilà, on garde vraiment une très très bonne, un très bon souvenir de cette saison qui était très belle et on a vraiment soudé le groupe malgré la défaite d'hier. Et pour le club, on avait reçu l'entraîneur des garçons il y a 2-3 semaines, messieurs, je crois que c'est ça. Pour tout vous dire, Benoît Trey m'a appelé juste avant l'émission. Ça reste quand même une superbe saison hein, pour le club. Les espoirs sont champions de France, les garçons se sont maintenus et les filles sont vice-championnes de France. Donc pour Blagnac, c'est quand même une saison FC exceptionnelle. Justement, le Blagnac Rugby, avec vous, a enfin, si vous le permettez, passé un palier après 5 échecs de suite en demi-finale. Vous êtes au club depuis un moment, vous sentez-vous la progression au quotidien ? Ah oui, je vois c'est vraiment une grosse différence par rapport au tout début. Surtout que moi j'ai connu Saint-Orens, donc il y a vraiment quelques années. Et la progression est vraiment énorme. Et je pense que cette année, on a vraiment passé un cap en conjurant un peu le mauvais sort de toutes ces demi-finales où on a perdu. Et je pense qu'on a pris conscience de nos qualités et de nos forces et que... Le groupe vit très bien. Je pense que sa force, c'est le fait qu'il y a à la fois des jeunes joueuses qui montent de cadettes et des filles qui sont plus expérimentées. Et donc vraiment, ces jeunes joueuses-là qui montent de cadettes, il y a eu 2 grosses générations avec 2 titres de championne de France de cadettes. Et elles apportent énormément de fraîcheur au groupe. Et tout ça en étant parfaitement intégrées dans le projet de jeu. Et donc vraiment, c'est des joueuses de qualité qui font du bien au groupe et le mélange entre anciennes et jeunes joueuses se marie très bien. L'expérience se gagne avec les matchs, gagnés, perdus, peu importe. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour revenir en finale la saison prochaine ou le plus tôt possible, mais on espère bien évidemment la saison prochaine. Il va falloir retourner à l'entraînement. Hein. Bon, pour l'instant, on va plutôt penser à... Il y a les vacances avant. Il y a les vacances, un petit peu de repos et après, il va falloir retourner à l'entraînement et continuer à s'entraîner comme on l'a fait, avec beaucoup de sérieux et d'application et ensuite prendre les matchs les uns après les autres et surtout prendre du plaisir à jouer et vivre ensemble comme on l'a fait cette saison avec ce super groupe. Je reviens sur les échecs malheureusement en demi-finale et heureusement ça n'est pas arrivé, mais on était quand même à 2 doigts d'avoir un 6 de suite. Hein. Vous avez battu le Stade Toulousain en demi-finale dans les dernières secondes, si ce n'est à la dernière seconde. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci vous vous êtes pas résigné, vous vous êtes dit non mais c'est bon, on va arrêter là à un moment donné de perdre en demi-finale, on va aller la chercher cette finale. Et qu'est-ce qui fait que cette année c'était la bonne ? Vous l'avez dit, hein, il y a les espoirs qui sont là, enfin les jeunes, il y a le mélange jeune vieille entre guillemets, passez-moi cette expression, mais voilà, qu'est-ce qui a fait que cette année vous avez dit mais non, en fait on va pas rester en demi-finale? Mais je pense que c'est préparé vraiment comme il fallait pour ce match et qu'on a montré une grosse solidarité sur ce match-là et que le groupe avait vraiment à cœur d'aller le plus loin possible dans cette saison. Et bon, on échoue à la dernière marche, mais voilà, on espère revenir très vite à ce niveau-là. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Et pour terminer, Elodie, si vous le voulez, bon, je sais que c'est encore tôt, vous êtes en vacances depuis hier soir, si ce n'est ce matin, mais est-ce que vous avez déjà sans nous les dire, parce que ça peut rester dans le domaine du privé du club, mais qu'est-ce qu'il faudra travailler, améliorer, quels sont les points d'appui à faire progresser dès l'année prochaine? Déjà, je pense qu'il faudrait quand même arriver à être un peu meilleur d'un point de vue stratégique, vraiment arriver à gérer nos temps faibles et nos temps forts, arriver à rester lucide justement sur ces matchs où la moindre erreur se paye cash et vraiment arriver à gagner sur ces aspects-là et être patient. Voilà, un jour, ça sera pour nous. Et on aura Blagnac Rugby sur le bouclier à la fin de saison l'année prochaine et puis même sur les 5 prochaines saisons. Je prends le pari. Déjà, on va vous souhaiter bonnes vacances. On va vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Passez de bonnes vacances et puis on se retrouve la saison prochaine au stade Ernest Argelès de Blagnac. Merci beaucoup, Elodie. À l'année prochaine. Merci beaucoup. Et nous, on peut passer au débat de la semaine. On va continuer à parler de rugby. Sportez-vous bien. Le débat.
Vendredi se disputera la finale du 122e championnat de France de rugby. Le Stade Toulousain, tenant du titre et champion d'Europe en titre, va tenter d'obtenir son 21e bouclier de Brennus. De son côté, le néophyte à ce niveau-là, La Rochelle, vice-championne d'Europe, on en a parlé et on va en reparler tout à l'heure, tentera d'inscrire son nom au palmarès pour la première fois. Messieurs, la question elle est très simple, mais ça va faire débat. Qui est favori entre le Stade Toulousain et La Rochelle? Mehdi. Toulouse. Maxime. Allez, je vais dire Toulouse aussi, ouais. Kevin. 50-50. Hein. Pourquoi le 50-50? C'est quoi? C'est le fait qu'il y ait beaucoup d'absents à Toulouse, que La Rochelle... Je suis pas un grand spécialiste de rugby, je vais pas vous mentir, mais c'est vrai que quand on regarde La Rochelle, c'est quand même plus que séduisant ce jeu. C'est ça qui fait le 50-50? Le 50-50, c'est le jour de plus de récupération, c'est la blessure d'Entamac, c'est peut-être les quelques pépins que le Stade Toulousain a eu samedi soir, et puis c'est l'expérience qu'a accumulé La Rochelle, parce qu'ils déjà ils ont fait la finale il y a quelques semaines, ils l'ont perdu de pas grand-chose. Là, ils ont fait un gros match face au Racing, où le Racing était favori, donc là je pense que c'est vraiment du 50-50. Hein. Maxime, vous, c'est le Stade Toulousain, c'est quoi? Je vais reprendre une expression que vous avez donnée hors antenne. C'est un peu comme le Real Madrid en foot, où peu importe la finale, même s'ils sont bons, pas bons, mauvais, vraiment excellents, peu importe la catégorie, ils gagnent. Est-ce que, ils gagnent, ils gagnent principalement. On est sur ce cas-là au Stade Toulousain. Typiquement, je vous le dis, imaginons, ça aurait pu être chez les filles ou même chez les plus petits. C'est un club qui, dès qu'il a la possibilité d'avoir une équipe en finale, je sais pas comment, il y a quelque chose autour de ce club, ils arrivent à gagner. C'est un club qui a vraiment cette culture de la gagne. C'est quelque chose qui est ancré véritablement dans l'ADN du club et qui est inculqué, je pense, à tous les joueurs et à tous les joueurs qui rejoignent ce club-là. Donc je pense qu'il y aura forcément un petit avantage déjà psychologique par rapport à la victoire de la Coupe d'Europe. Et il y aura aussi un avantage sur l'expérience, c'est-à-dire que quand vous arrivez en finale, il faut savoir que vous pouvez être blessé, vous pouvez avoir des petits pépins physiques, tout ça. Quand vous arrivez en finale, on a beau dire, tous les compteurs sont remis à zéro en fait, puisque c'est un peu un match vital, un match de votre vie où vous êtes prêt à laisser la vie sur le terrain. Donc finalement, même si vous boitez un peu, dès les premières minutes, c'est parti, quoi. Et ça, le Stade Toulousain arrive très bien à le gérer. Donc je pense que malgré le fait qu'il y aura peut-être pas un banc aussi performant que celui de La Rochelle et moins de possibilités au niveau de l'effectif, le Stade a la capacité de se transcender pour gagner le 21e bouclier. Pendant le Zoom de la semaine, vous voulez dire quelque chose? Mais sincèrement, je ne sais même plus, c'est même pas pour me moquer ou je ne sais vraiment plus. C'était par rapport à quoi? C'est par rapport à ce qu'on dit? Non, parce que vous étiez parti un peu pour dire que La Rochelle était favori, etc. Pouvait l'être. Il y a un blessé au Stade Toulousain, ok, c'est un joueur important, mais on parle du Stade Toulousain. Il y a UG, il y a du monde. On parle du Stade Toulousain face à La Rochelle. Voilà, je pense que pour moi tout est dit. Et voilà, à partir du moment où il y a une finale, le Stade Toulousain se doit de gagner normalement et favori. Pour vous, il n'y a pas match? Il n'y aura pas match? Ah, mais pour moi, La Rochelle va gagner. Mais le favori, c'est le Stade Toulousain. C'est vrai? Puisque j'ai donné La Rochelle. Il a donné La Rochelle. Il est chiant. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, mais il est chiant. Mais c'est pour ça que je parie toujours à l'inverse. Vous avez toujours pas compris, je parie toujours la surprise. Donc, jouer la cote, c'est ça? Exactement. D'ailleurs, au niveau des cotes, ce serait intéressant de voir qui est en tête. Je vais regarder. Enfin, non, on peut pas à la radio. On n'a pas le droit. Mais on va revenir sur le match. Je sais que le terme revanche ne plaît pas aux joueurs. Et je prends l'exemple de Didier Deschamps quand on lui parlait de France-Portugal, c'est une revanche. Bah non, parce que le titre de champion d'Europe. Rivalité. Mais est-ce que la finale de la Champions Cup il y a quelques semaines joue dans les têtes? Oui, ou pas? Ah oui, moi je pense que les Rochelais ils vont y aller avec le couteau entre les dents. Ils sont passés dans ce sens-là. Mais ouais, ils sont allés passer tellement près de gagner pour leur première finale. Ils se disent on les tient, on n'est pas loin, on est à ça de les avoir. Et donc ils se disent que, et d'ailleurs il n'y a rien qu'à voir l'attitude du coach Ronan O'Gara qui a complètement tranché justement avec l'attitude du président et des joueurs qui étaient vraiment dans un mode festif, en larmes, presque ils avaient gagné. Lui il a dit on n'a rien fait en fait. Donc lui je pense que je croyais qu'il fallait des émotions. Et ouais non mais là justement lui il est pas dans les émotions. Vous regardez la tête du président et c'est sûr, désolé mais tout un club a vibré cette année et ils ont vécu une saison incroyable. Ça c'est sûr. Et donc, titre ou pas titre. Et donc justement mais lui ça l'intéresse pas, c'est justement aussi c'est ce qu'a dit excusez-moi de vous couper, c'est ce qu'a dit Christophe Furieux, on lui dit Bordeaux a fait 3 demi-finales cette saison. Ouais, 3 demi-finales on n'a rien fait quoi. Le Ronan O'Gara, il a cette culture britannique un peu pragmatique justement, c'est un ancien ouvreur de l'Irlande, je vous le présente pas mais bon voilà quoi, il a ce côté-là et je pense que ils ont intérêt de bien suivre son état d'esprit pour aborder cette finale parce que sinon il peut avoir la même déconvenue que quand ils ont battu le Leinster en demi et ils étaient arrivés un peu trop euphoriques à mon avis en finale après. En rugby plus
qu'ailleurs, le jour de récupération que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que La Rochelle s'est qualifié en battant le Racing 19-6, c'était vendredi soir, alors que le Toulouse c'était le lendemain, c'était samedi soir, ils ont gagné 24-21 contre Bordeaux. Ce jour de récup au rugby, ça joue énormément? Ah oui, ça joue énormément. D'habitude, les premiers au championnat ont le choix de choisir quel jour ils veulent jouer en demi, et cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Et donc, bon, pourquoi, on ne sait pas vraiment, mais bon, voilà. Donc, le Stade Toulousain n'a pas eu le choix, a dû jouer samedi soir, alors que normalement, tout le monde aurait voulu, tous les Toulousains auraient voulu jouer le vendredi soir, comme ils avaient fait par exemple il y a 2 ans, où ils avaient joué le vendredi soir contre La Rochelle à Bordeaux. Ouais. Donc, oui, c'est bien sûr que ça Clermont joue. avait battu qui il y a 2 ans en demi? C'était Lyon. C'était Bordeaux ou Lyon? C'était Lyon, je crois. Lyon. Ouais, peut-être, je me souviens plus. Non, Bordeaux n'était pas là. Non, je suis con. Bordeaux était la première fois qu'ils étaient. Bordeaux était pas en demi, Ouais, c'était à Bordeaux. Mais Toulouse avait battu La Rochelle et l'autre match, je me souviens plus. Clermont avait battu, je me souviens plus. Si le Stade Toulousain est favori de ce que vous me dites, même si Mehdi a mis le visiteur de La Rochelle, qui a le plus à perdre? Ça, c'est pas la même question. Qui a le plus à perdre? Toulouse parce qu'ils sont tenants du titre et champions d'Europe, ou La Rochelle qui a déjà perdu un titre cette saison, qui peut faire une saison blanche alors que la saison est quand même sur le papier fantastique? Qui a le plus à perdre? J'ai presque envie de dire aucun des deux, et c'est pour ça qu'à mon avis la finale sera très agréable. Je sais pas pourquoi, je la sens comme ça, je la vois comme ça, parce que encore une fois, oui, il y a une petite pression pour La Rochelle, mais à La Rochelle, il va pas y avoir un scandale, ils vont pas se faire lyncher parce qu'ils vont pas gagner en finale, il y aura jamais cette pression-là. Et Toulouse, comme il y a déjà le Stade Toulousain, il y a déjà eu la Coupe d'Europe, et le titre d'avant, la mission est accomplie, et le titre d'avant, il était déjà revenu au Stade Toulousain. Donc en fait, quelque part, il y a une certaine liberté dans les têtes. Après, ça reste une finale, tout le monde a envie de la gagner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas gagner dans le sport, au contraire, l'objectif de tout le monde, c'est évidemment d'aller gagner. Mais voilà, effectivement, je pense qu'il y aura plus de liberté. Moi, faut espérer. Ouais, je vois bien un gros combat, et puis La Rochelle gagner. Coraline, vous, je le redis. Qui a le plus à perdre sur une finale comme ça, Coraline? Moi, je dirais le Stade Toulousain, parce qu'effectivement, les Toulousains, j'ai l'impression qu'ils entendent pas mal le doublé européen et c'est vrai qu'on l'entend cette beaucoup, année. le doublé. Donc, ça, c'est les supporters. Après, je sais pas si au club. Le club peut-être pas, mais en fait, c'est effectivement les Toulousains l'attendent en tout cas. Ouais. Et effectivement. Donc, La Rochelle, pour le coup, ils font une bonne saison. Si c'est du bonus, voilà, c'est dans la continuité. Le doublé est l'objectif du club, puisque le président Didier Lacroix avait dit, il avait dit, voilà, quelques jours après la finale. Il a dit je veux le doubler. Même en début de saison, il a dit ça peut paraître prétentieux, mais c'est quelque chose qu'on vise, c'est le doublé. Donc c'est l'objectif. Après, honnêtement, s'ils perdent, c'est vrai que personne va leur en vouloir, quoi. Ils peuvent faire le doublé. Alors ça, c'est bête, mais ils peuvent faire le doublé, c'est-à-dire gagner 2 fois le top 14 à la suite, et le doublé, gagner le championnat et la Coupe d'Europe. Ils peuvent faire le doublé. C'est eux qui avaient fait le dernier doublé déjà. C'est incroyable ce doublé là. Le doublé en top 14, c'est eux qui l'avaient déjà fait d'ailleurs. En 96, et il y a Toulon en 2000. C'est le Toulon, le vrai dernier doublé, c'est Toulon qui l'a fait. Toulon, ils l'ont fait en quelle année? Je parle en top 14. 2014. Toulon n'a gagné qu'un championnat, donc j'ai fait doubler Coupe d'Europe championnat, mais le championnat 2 fois d'affilée, c'était le Stade Toulousain. Ah oui, 2011, 2012. Il y a eu le BO aussi au milieu des années 2000. 2011, Stade français aussi l'a fait. Stade français aussi, ouais. Vous Mehdi, parce que j'ai entendu Maxime, mais je vous ai pas entendu sur... non, c'est l'inverse. J'ai entendu Mehdi, je vous ai pas entendu, vous Maxime. Quel plus à perdre sur cette finale? Parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir ces deux tableaux qui arrivent. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a rien, personne n'a rien à perdre, j'ai envie de dire, puisque si La Rochelle gagne, bah, c'est fantastique, quoi. Voilà. Et si Toulouse gagne, ça en l'est encore plus, puisque c'est un doublé. Après, sur le fait que le match soit ouvert, j'en suis pas sûr, mais j'espère qu'ils vont écouter Mehdi, parce que c'est vrai que depuis le début des phases finales. Une finale, peu importe le sport, c'est jamais beau. Ouais, non, mais je veux dire, c'est pas très agréable à regarder, c'est très frontal, très physique. On l'a vu encore contre Bordeaux où c'était la boucherie, honnêtement. Donc, même Racing La Rochelle, c'était la guerre sur le terrain. Donc, bon. D'ailleurs, expliquez-moi comment ils ont réussi à concasser le Racing, quoi. Parce que justement, c'est ça qui m'a scié, quoi. Mais je m'attendais absolument pas à La Rochelle en finale, quoi. C'est ça, parce que vous faites bien de. Moi, je suis tombé, honnêtement. Je n'ai pas regardé une seule de demi-finale, pour être honnête, et j'ai été plus que surpris, quoi, par le score. C'est quoi qui a joué, Kevin? À l'intensité des deux matchs. Mais on a vu 2-3 fois d'affilée le Racing dans les 10 dernières minutes reculer de 30 mètres. Ils faisaient des passes, et ils avançaient jamais. Ils ont été dominés en mêlée. Je crois que La Rochelle a dû gagner 10 mêlées dans le match, 10 pénalités, c'était impressionnant. Après, c'est ça,
souvent. D'ailleurs, pardon de vous couper, comme Bordeaux en demi-finale, le lendemain, qui fait beaucoup de fautes. Ça va être aussi la clé du match, le pied, la discipline. Tout, la discipline, elle découle du fait que vous pouvez avoir quand vous avez la supériorité athlétique sur votre adversaire, ça veut dire que ça vous ralentit les ballons, donc forcément vous les gardez au sol, vous êtes pénalisé. Vous bataillez dans les rucks pour essayer de les récupérer et du coup vous contournez un peu la règle, quoi. Vous essayez de passer sur les côtés et tout parce que vous n'arrivez pas frontalement à prendre le dessus sur votre adversaire. On dit le rugby commence devant, mais c'est à chaque fois les matchs de phase finale, ça se confirme, quoi. Vous pouvez avoir la meilleure ligne de 3/4 du monde, ce qui est le cas du Racing. On l'a vu vendredi, ouais. Et finalement, vous passez à côté parce que le rugby, c'est un gagne-terrain, c'est un jeu de gagne-terrain, donc il vous faut gagner il faut toujours avancer, gagner l'avantage. Et bon, on sait très bien que ceux qui gagnent le plus de terrain, c'est les joueurs les plus puissants et c'est pas forcément les 3/4. C'est le remake de la finale de la Coupe d'Europe, c'est deux équipes qui jouent super bien rugbystiquement parlant. C'est la finale qu'on peut rêver, celle qu'on pouvait espérer si on veut du spectacle. Spectacle, je sais pas, mais c'est les deux meilleures équipes. Ouais, déjà c'est ça. C'est les deux meilleures équipes sur la saison régulière aussi. En plus, c'est les deux meilleures équipes sur la saison régulière, c'est les deux finalistes de la Coupe d'Europe. Là, on est sur un très gros match. Ce qui est super, c'est le côté revanche. C'est les 4 meilleurs. Hein, donc... Oui, la logique a été respectée cette saison. Et surtout, c'est le côté revanche qui est super. Franchement, c'est super ça. La revanche, quelques semaines après match 2, ça me fait penser à un match de boxe un peu, quoi. En plus, ça pourrait faire un scénario de match de boxe, puisqu'en fait, il y a une équipe qui a gagné, mais un peu à l'arrache, un peu moyen, quoi. Et l'autre se dit, bon, vas-y, on remet ça, on se refout sur la gueule, savoir vraiment qui est le meilleur, quoi. Les absents vont faire du tort au Stade Toulousain. L'effectif reste quand même titanesque et il n'y a rien à dire, mais il n'y a pas Guitoun, il n'y a pas UG, il n'y aura pas Ntamak, malheureusement. Surtout en deuxième ligne. Ouais, surtout en deuxième ligne. Il n'y a pas Arnold, il n'y a pas... oui, en fait, le Stade Toulousain a joué avec Keino déjà, en deuxième ligne. Ça a fait l'affaire, mais bon, ça fait l'affaire, mais c'est pas son poste. Et puis en face, La Rochelle, Skelton, Sazi, enfin bon... Flamand a été bon, Oui, Flamand a été bon, mais Flamand ne sera jamais titulaire. Non, il n'aura pas... Après, c'est sûr que le pack de La Rochelle, il fait vraiment peur. Il est costaud, il est massif, et en plus, ça va jouer là-dessus. Souvent on se dit sur la mêlée. Oui, sûr. Ah oui, ça va se jouer sur le pack. Hein. Après on se dit souvent c'est quand on joue un pack comme ça, il faut déplacer la balle, les faire courir et tout. Mais le problème de La Rochelle, c'est que même si vous les faites courir, c'est un pack qui est mobile. Ça galope, quoi. Ouais, c'est hallucinant. On a rarement vu des packs comme ça, quoi. Et en plus ils font rentrer Vito après. Enfin bon, il y a Liebenberg, mais c'est incroyable leur 8 de devant. Pack de mammouth. Beaucoup de Gersois dans l'équipe, donc c'est solide, ça court partout, c'est bon. Ça y est, regardez, on dit ils ont toujours Sochaux, mais alors lui... Le fameux monstre à 16 pattes, on dit. Voilà. Exactement. Pour le pack. Bon, vivement vendredi, j'ai envie de dire. Ouais, on a impatience, il y a du suspense. Ils l'ont bien placé, il y a pas d'euro apparemment. C'est fait exprès. Mais non, c'est fait exprès. Ils l'ont placé là. C'est pour ça que c'est un vendredi, c'est parce que bien mieux parce que sinon ils auraient fait 10 000 l'audience. Ah ouais, je pense que là c'est sur France 2, ça va faire du ça fait quoi comme audience en général? Plus que ça, quand même. Non, mais ça va dépasser le million, ça je veux dire, ça va faire sur Canal, mais sur France 2, ça va taper les 4-5 millions, non? Facile, ouais, je pense. Il y a du monde qui aime le rugby quand même, on le voit même au niveau des audiences du top 14 cette année, ça a fait des gros chiffres quand ils étaient à 21h. Un peu plus que le foot, sur certains matchs visibles, donc le rugby en profite. Ouais, c'est ça, sur certains matchs ça a fait plus qu'un match que les fameux matchs phares du dimanche soir, quoi. D'ailleurs, le Grand Prix de France hier a fait une grosse audience de 2 millions. Ouais, mais ça reste quand même 2 millions sur Canal, c'est beau. C'est long. Même si c'est en clair, de toute façon ça changerait que ce soit sur Canal+, mais c'est vrai que c'était une bonne audience pour Canal+, ça a fait plus que certains matchs de football même en clair. Donc je pense à Marseille-Angers, Marseille-Metz, les 2 dernières journées de Ligue 1 la saison dernière. Merci à vous messieurs, merci à Coraline et Romain à la réalisation. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Attention chers auditeurs, il reste 2 émissions avant la fin de la saison pour Sportez-vous bien. On terminera le 5 juillet et on se retrouvera sans doute l'année prochaine, il n'y a pas de problème là-dessus. On se retrouve nous lundi et allez le Stade Toulousain bien évidemment.